Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est pas pour me vanter, mais j'ai un peu d'espoir. Un peu plus loin, dans ce 894e numéro de Caramel Mou, vous entendrez Jean-Philippe Emery de la compagnie Les Plasticiens Volants s'étonner que la crise du Covid nous ait interdit l'espace public, alors que dans le même temps, les espaces culturels privés, cinéma, théâtre, sont sur le point d'être rendus à leurs habitués, dans des jauges réduites, faut-il rajouter. Et dans ce contexte morose, fait de restrictions, de peur pour le lendemain, de menaces de chômage, de misère galopante, ce qui donne un peu d'espoir, ce sont les retrouvailles avec cet espace public confisqué auquel on a pu assister la semaine dernière. 200 000 personnes dans les rues de l'Hexagone, selon la police, 500 000 personnes selon les organisateurs de ces marches pour les libertés. C'est en tout cas un retour salutaire contre cet esprit de servitude volontaire qui a marqué notre vie quotidienne depuis mars 2020 et le début du confinement. Servitude volontaire qui a plombé le mouvement des Gilets jaunes, qui a rendu difficile le soutien au personnel hospitalier, hormis les applaudissements de 20 heures pendant la première période de confinement. Alors voir l'ampleur de ces manifs de samedi dernier, au moment où le pouvoir jupitérien est en train de faire voter une série de lois puis liberticides les unes que les autres, est la bonne nouvelle de la semaine. Et elles se font rares, ces bonnes nouvelles. Prenez ce qui est en train d'arriver aux fameux travailleurs de la deuxième ligne, qui avaient permis à la vie de continuer, avait dit Jupiter dans son allocution du 13 avril. Ceux et celles qui ont permis aux magasins de rester ouverts, aux ordures d'être ramassées, aux bâtiments publics d'être nettoyés, et tout cela en prenant de vrais risques sanitaires pour eux et leurs familles. Travailleurs le plus souvent payés au SMIG. Comment les remercie-t-on? Par des clopinettes. Jean Castex annonçant l'autre matin sur BFM Télé une augmentation du SMIC de 1%, soit l'augmentation légale. Allez, peut-être 1,2%, a rajouté Castex, bon prince. Allègement de la fiscalité sur le capital au détriment d'une politique de revalorisation des salaires, dérive autoritaire du pouvoir, commencée avec la répression du mouvement social lié à la loi travail portée par Myriam El Khomri, tentative de démantèlement du système de la protection sociale pour mieux la privatiser. On reparle, par exemple, du côté de chez Bruno Le Maire, en ce moment, de la nécessité absolue de réformer la retraite. Alors oui, les manifs de samedi dernier sont comme une petite bouffée d'air. Les prochaines sont prévues demain. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode confiné de Caramel Mou, saison 32, réalisé à l'arrache depuis mon garage et mis en onde par Thomas Delafosse. Ce soir, on parle de l'appel lancé par la Cave Poésie pour une réouverture immédiate des salles de spectacle avec Yann Valade, son directeur. On prend des nouvelles de la compagnie des Plasticiens Volants qui s'apprête à réinvestir le ciel de Groyer les 19 et 20 décembre prochains. On en parle avec Jean-Philippe Emery, un des membres de cette compagnie des Plasticiens Volants. Notre bon professeur Thibault sera là, lui, en fin d'émission pour une nouvelle page érudite de cinéphilie décalée, tandis que Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, évoquera pour nous le prochain festival hivernal de Luz qui se déroulera les 29, 30 et 31 décembre sans public, mais sera radiodiffusé. Et on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Une rubrique que vous retrouvez toutes les semaines en début d'émission, rubrique qui sera largement pourvue l'an prochain au vu des productions toulousaines bloquées, reportées, décalées pour cause de Covid et qui ne vont pas tarder à pointer le museau. Ainsi, le quartetto Taffy sortira son album en janvier 2021, Claire Gimat en mars,
Puccinella avec la chanteuse italienne Maria Mazzotta au printemps prochain. Le groupe de rock Bruit ne devrait pas tarder lui non plus à sortir le sien. Le mixage vient de se terminer. Le groupe Host attendra lui aussi le printemps 2021 pour faire découvrir Kos, son deuxième album. Martine, le groupe de jazz prog du tromboniste Éric Paulet, fera de même, sortie prévue au printemps 2021. Enfin, Terminus Radioso, album libertaire agité et jubilatoire du Tigre des Platanes, construit autour de la lecture de Terminus Radieux, roman post-apocalyptique d'Antoine Volodine, sera disponible lui aussi au printemps 2021. Et il est déjà, petite exclusivité, dans la playlist de Caramel Mou. À noter que cet album est le dernier qu'aura enregistré le trompettiste Pierrot Pépin, mort en début d'année. Le Tigre des Platanes, L'œil du crabe, extrait donc de Terminus Radioso. Le prochain album de ce quartet qu'on adore, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Yann Valade, bonsoir. Bonsoir. On vous téléphone ce soir d'abord pour prendre des nouvelles de votre salle et pour voir aussi un peu les multiples activités que vous menez depuis ce deuxième reconfinement à la Cave Pau pour diffuser quand même un certain nombre de spectacles. La Cave Pau n'est pas morte même après un mois de reconfinement. On essaye en tout cas. On vous avait vu repartir la fleur au fusil juste après la fin du premier confinement. Vous avez été une des rares salles à Toulouse à programmer pendant tout l'été et c'était reparti pour septembre-octobre. De nouveau en novembre, la programmation s'est arrêtée. Comment vous vivez ce deuxième confinement? Ce deuxième confinement était quand même beaucoup plus dur que le premier. Autant le premier, il y avait une sensation de sidération. Ils l'ont pas vu venir. Allez, on fait l'effort, on y va, on invente plein de trucs. Là, le deuxième, quand même, avec des lits d'hôpitaux qui ont été encore supprimés durant l'été. Les scientifiques qui annonçaient une deuxième vague. Nous, on n'y croyait pas, mais nous, c'est notre rôle de pas y croire. Mais eux, les politiques, il fallait qu'ils prévoient, donc ils ont rien prévu. Et donc là, ça a été quand même beaucoup plus chiant. Se remettre là dans cette histoire radiophonique qu'on avait inventée comme ça à la volée lors du premier confinement, ça a été vraiment complexe. On a mis du temps à trouver quoi faire et puis finalement on a eu cette idée de proposer une lecture intégrale de Don Quichotte, 48 heures pour lire Don Quichotte, donc 48 jours, 1 heure par jour. On pensait pas que ça nous amènerait jusqu'à la réouverture des salles de théâtre le 15 décembre et pourtant oui, puisque cette lecture va nous amener comme ça jusqu'au 23 décembre, quasiment jour pour jour, le moment où Emmanuel Macron a choisi de réouvrir nos salles, enfin si les conditions sanitaires le permettent. Donc voilà, mais au final, cet aspect radiophonique, il est important parce qu'il permet de maintenir du lien, il est important parce que pour les artistes, ça leur permet quand même de retrouver cette adrénaline du direct lorsqu'on propose des directs radiophoniques sur les ondes de Radio Cave Pau, mais il manque quand même le principal qui est le lien avec le public. Radio Cave Pau, il suffit de se brancher sur le site de la Cave Pau et de taper sur écouter en direct et on est branché sur une radio qui émet toute la journée mais qui émet des programmes, qui émet des programmes déjà construits, qui émet des programmes élaborés en direct, des chroniques. Par exemple, quelqu'un de chez nous, le bon professeur Thibault, vient régulièrement sur Radio Cave Pau parler de cinéma. Il y a cette intégrale de Don Quichotte, il y a des concerts déjà enregistrés, il y a des spectacles qui se font en direct. Donc une activité qui avait déjà eu lieu pendant le premier confinement et que vous avez remonté. Et puis là, une nouveauté, c'est ce que vous avez appelé le click and rapplique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le fonctionnement de ce système? Le click et rapplique, ça a été une proposition poétique qu'on a inventée à partir du click et collect. Donc, c'est quoi? L'idée, c'était de proposer aux spectateurs de réserver un créneau et de venir à un moment donné retirer un morceau de musique, un morceau de texte qui leur était proposé par un artiste. Voilà. Et donc un artiste là pour le coup en direct aussi. Il paraît. Cela, évidemment, pouvant se faire en cochant la case sur toutes nos dérogations de mouvement, balade de 1 heure et maintenant balade de 3 heures dans un rayon de maximum 20 km autour du domicile. Voilà, oui, c'était un artiste qui jouait au libraire. Ouais. Très bien. Donc ça, c'est le click and rapplique qui fonctionne ou qui a eu du mal à se lancer? Non, qui a eu du mal à se lancer parce qu'on a eu beaucoup de messages de soutien. Ouais, c'est génial, la Capoésie, vous inventez des trucs, tout ça, mais en fait, personne réservait. Il y avait une sorte d'apathie. À la fois, les gens saluaient la proposition poétique et qui allait un peu contre, enfin, tout ce qu'on nous propose, quoi, tout ce qu'on vit. Mais il y a quand même un coup de massue que nous on ressent, que tout le monde ressent. Donc on l'a fait pendant 2 week-ends. Voilà, c'était
belle proposition. Et c'est vrai que vous parlez d'apathie, c'est quand même quelque chose qui transparaît sur ce deuxième confinement. C'est plutôt l'apathie que l'on peut rencontrer dans nos entourages respectifs. Une apathie que vous voulez un peu secouer avec un appel que vous avez lancé pour une réouverture immédiate et non négociable des lieux culturels. Mais oui, parce qu'au final, ce deuxième confinement est beaucoup plus dur parce que on bosse, quoi. Parce que c'est métro, boulot, dodo, et qu'il n'y a plus du tout d'espace de commun, d'espace de convivialité. Donc c'est pour ça que ce deuxième confinement est beaucoup plus dur. Et donc effectivement, on a observé la situation attentivement, et lorsqu'on a compris que le lobby religieux avait réussi à faire réouvrir les lieux de culte, et que nous étions relégués au 15 avec condition de se rendre compte que voilà, lieux de culte, commerces essentiels sont ouverts dès le 1er décembre, et nous dès le 28 novembre, et nous s'inédier, pour nous c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en tous les cas quelque chose qu'on a trouvé gravissime dans la symbolique, dans ce que ça dit de notre société. Ouvrir les cultes et les commerces avant les lieux de culture et les lieux de savoir qui alors eux sont relégués, les universités c'est après le 20 janvier, on trouve que c'est quelque chose de gravissime. On pourra parler évidemment de la mort de Samuel Paty avec tout le discours laïque que le gouvernement nous a ressorti à cette occasion-là, mais au-delà de ça, c'est une symbolique très forte, quoi. C'est le sabre et le goupillon, main dans la main, avec le grand capital, et puis pour le reste, on verra plus tard. Donc nous, on a lancé cet appel, effectivement. On a écrit au préfet en l'interrogeant sur cette situation, et on n'a pas attendu sa réponse pour proposer de façon impromptue sur le parvis de la Cave Poésie à 19h un rendez-vous poétique spectaculaire pour donner à entendre notre voix. Une réponse de la préfecture est arrivée ou pas encore depuis que vous avez envoyé ce courrier? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Quand vous disiez la réouverture des lieux de culte, on rajoute à ça une cérémonie des Miss France qui aurait lieu au Puy du Fou, et la coupe est pleine. Ah, mais vous êtes vraiment très informé, je n'étais pas au courant de ça. Oh là là, mais quel scandale. Après, ceci dit, évidemment, pour refaire cet appel, on s'est renseigné, on s'est mis à lire les ordonnances du Conseil d'État, on a même lu le Figaro, vous vous rendez compte. Et effectivement, la liberté de culte est inscrite dans la Constitution, et aussi étonnamment que ça paraisse, la liberté d'enseigner, la liberté d'apprendre et la liberté de culture, les droits culturels ne sont pas inscrits dans la Constitution. Ça, c'est ce que les férus du droit pourraient nous répondre pour expliquer cette primauté du culte. Oui, c'est vrai, mais le gouvernement aurait pu choisir tout simplement de réouvrir tout le monde en même temps, et on n'aurait rien dit de notre côté. Là, ce qui est scandaleux, c'est le timing. Alors, il y a certaines personnes qui diront, mais bon, c'est que 15 jours, c'est pas grave. Oui, effectivement, c'est que 15 jours. Il n'y a pas mort d'homme, et de toute manière, les grandes structures culturelles ne pouvaient pas rouvrir du jour au lendemain, mais il n'empêche là qu'il y a un geste politique qui est symboliquement gravissime dans notre société aujourd'hui. Et que vous aviez envie de stigmatiser. Donc du coup, vous proposez depuis samedi dernier des moments dans la semaine où l'on peut venir devant l'entrée de la CAFPO pour y voir des artistes. Samedi dernier, il y avait Serge Pey. Mardi, c'était Denis Lavant qui jouait des textes avec Marc Maffiolo au saxophone juste à côté de lui. Vous reproposez la même chose demain soir, 4 décembre, dimanche 6 décembre. À 19h. Voilà. Donc là, à 19h, on vient devant la Cave Poésie, et il y aura des propositions artistiques dont vous ne voulez pas nous dire quoi que ce soit à l'heure qu'il est, puisqu'il faut quand même ménager la surprise. Surtout, il
faut voir avec les artistes, mais il est fort probable que vendredi, la performance est un petit goût de bal qui va devenir l'acte le plus illégal de la Terre, finalement, danser, n'est-ce pas, vu les situations qu'on vit. Et dimanche, sans doute, un petit goût de rap. Mais ça, il faut qu'on le vérifie avec les artistes, parce que, vous voyez, Denis Lavant, ça a été vraiment un imprévu, il était de passage, le temps de lui parler, allez hop, bam bam, on y va, quoi. Donc ça va être un peu pareil pour demain et dimanche. Bon, voilà. Et en attendant, la réouverture qui pourrait intervenir après le 15 décembre. Ah oui, on est tous sur le pied de guerre, là, la CAFPO, le Théâtre du Grand Rond, enfin tous les petits théâtres. Nous, on a cette capacité à ouvrir rapidement. Donc nous, dès le 15, on va réouvrir avec des horaires aménagés, bien évidemment, parce que comme il va y avoir le couvre-feu, va falloir qu'on revoie ça. On ne sait pas encore, sans doute sur les coups de 19h ou 19h30. Enfin, allez voir sur le site de la CAFPO. Mais encore une fois, c'est une réouverture soumise à conditions. Alors que pour les lieux de culte, il n'y a pas eu de conditions du tout. Et en précisant également que si les théâtres sont autorisés à réouvrir à partir du 15 décembre avec les cinémas, pour le moment, les salles de concert ne le sont pas. Et vous m'apprenez que j'ai les salles de concert debout, j'imagine. Oui, voilà. Elles ne sont pas prêtes de l'être, d'après moi. Exactement. Bon, en tout cas, on sait au moins que ce soir, vendredi et dimanche soir, 6 décembre à 19h, il y a des propositions qui se font devant la CAFPO et on essaiera de vous y rejoindre. Merci en tout cas, Yann, de nous avoir téléphoné ce soir. Merci à vous. Interview de Yann Valade, le directeur de la Cave Poésie, réalisée hier après-midi. Depuis, les choses ont beaucoup changé. L'intervention de ce soir devant le parvis de la Cave Poésie est annulée. Il aura lieu demain soir et dimanche soir, il est maintenu. Donc, si vous voulez aller faire un tour du côté de la Cave Poésie rue du Thor, c'est demain soir à 19h et dimanche soir à 19h. شعري حرش مسست قبره بسف لي بيض ربوني عشاري طويل حياتي في الزوج عليه بقى بيض دوم رفيع كيف واسمي حاجة حلوة كيف واسمي حاجة حلوة شارع شواربي بكم شراب بكم شراب الطفل صغور رناي شارع حراش حي ودي ورا بالزيف انك تلالوم اللون شوفك كيف واسمي حاجة حلوة كيف واسمي حاجة حلوة
On vient d'écouter H-Loi du duo toulousain By the Skate avec Vincent Ferrand à la contrebasse et Halima Hamel à la voix. Jean-Pierre Lérac, bonsoir. Bonsoir. By the Skate qui sera invité dans un événement que vous allez bientôt organiser, ça sera fin décembre, un événement qui aurait pu avoir lieu sur scène, mais bien sûr il ne pourra pas avoir lieu sur scène, un événement qui se passera du côté de Luce Saint-Sauveur, là où d'habitude vous faites la programmation du festival Jazz à Luz, et je vous ai demandé ce soir d'intervenir dans cette émission pour nous parler d'un événement que l'on pourra néanmoins écouter puisque ça fera l'objet d'une captation radiophonique et radiodiffusée. Voilà, alors quand vous dites, c'est exactement ça, alors quand vous dites que ne sera pas sur scène, c'est pas tout à fait vrai en fait, puisque les artistes sont vraiment en condition de concert, de vrais concerts. Alors, c'est vrai que bon, c'est facile pour personne, mais pour les organisateurs d'événements, c'est vrai que nous, on apprend à jongler en ce moment, bon, on construit, on déconstruit, et surtout on s'adapte à toutes les situations, et surtout il faut inventer à chaque fois. Donc c'est vrai que là on avait inventé un festival d'hiver, on était très fiers de cette idée, et puis voilà, encore une fois nous devons reviser nos... Donc on essaie de faire ce qu'il est possible de faire, parce qu'en tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est qu'on ne renonce pas, on n'a pas envie de laisser la place au silence, on a envie de faire jouer les artistes quand même. Donc voilà, donc on organise ce festival radiophonique, c'est tout à fait nouveau pour nous, en partenariat avec notre radio de locale Fréquence Luce. Voilà, donc pour décrire l'histoire, donc il y aura quand même pratiquement la programmation que nous avions prévue pour ce festival d'hiver, et donc les artistes joueront en condition de concert évidemment sur scène, enregistrés et diffusés, et il y aura beaucoup de choses autour, c'est-à-dire ce qu'on appelle des bords de scène, des interviews, également des conférences, parce qu'on aura la chance d'avoir Alexandre Pierrepont, l'initiateur de The Bridge. Initiateur The Bridge, mais également quand même un grand intello du jazz, pour résumer, quoi, qui a beaucoup de choses à dire sur la musique et le jazz en particulier. Donc voilà, donc ça sera un petit peu pour décrire cet événement pendant 3 jours. On va occuper l'espace radio pendant 3 jours. Donc c'est vrai que vous avez parlé de By the Skate. Moi, c'est vrai que c'est un de mes derniers coups de foudre, et c'est vrai que durant ces 3 jours, on va évidemment essayer de mettre en avant toute la création régionale, et c'est vrai que les artistes ont beaucoup travaillé pendant ces périodes de confinement. Donc il est temps de les faire jouer, voilà. Et puis c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre pour le moment de faire venir des musiciens de trop loin, voilà. Donc Fréquence Luz, une radio qui a son siège à Luce Saint-Sauveur, que l'on peut également écouter sur le net, ce qui fait que depuis Toulouse, on pourra écouter ces retransmissions-là. Alors, sur l'internet entière, voilà. Même si vous habitez en Guadeloupe, et je sais que quelqu'un va nous écouter en Guadeloupe, vous pourrez écouter l'émission. C'est la magie d'internet, en fait, c'est ça, quoi. Il y a plein d'artistes toulousains, donc vous le disiez, qui vont intervenir sur ce plateau-là. Et là, vous aviez envie de nous parler d'un projet plutôt récent, Ours, qui sera aussi entendable pendant ce festival d'hiver. Voilà, il y aura Tarzan et Tarzan, dont on a parlé également. Il y aura Ours. Alors Ours, bon, c'est un trio. Alors vous reconnaîtrez que c'est quand même un peu courageux de notre part d'introduire Ours dans les Pyrénées, mais donc il faut pas mal de courage pour ça. Mais voilà, donc Ours, c'est un groupe c'est un trio. Alors qui est original à plusieurs titres. Original tout d'abord au niveau de la composition instrumentale, puisque c'est une vielle à roue et 2 batteurs. Original aussi par la composition géographique, puisque le vielle-à-roue il est de Pau et les batteurs sont d'Orléans, voilà. Et après il y a la musique. Alors la musique qui elle aussi est très particulière. Donc c'est le groupe Ours, c'est tout d'abord Romain Baudouin, qui est celui qui joue de la vielle-à-roue. Romain Baudouin qui est un musicien que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est une des figures du collectif Art Brut, qui est basé à Pau. On le connaît notamment avec le groupe Artus. Donc là, il joue de la vielle-à-roue. C'est vrai qu'il peut jouer de la vielle-à-roue de la façon la plus traditionnelle, mais également de la façon expérimentale. Ce sera plutôt ce côté-ci qu'on va présenter. La vielle-à-roue tel qu'il la joue dans Ours, le son se rapproche par moments beaucoup plus de la guitare hendrixienne que de la vielle-à-roue telle qu'on a l'habitude de l'entendre. Voilà, donc il y a ce travail sur les musiques traditionnelles, mais avec un enrobage qui est très très actuel.
notamment Florian Sach et Adrien Schelbourg, qui sont deux batteurs, qui sont deux musiciens qui font partie du collectif, du tri collectif basé à Orléans. Qui est un collectif très 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 dynamique. Bon, c'est surprenant de venir d'Orléans, mais c'est comme ça. Et donc ce tri collectif, notamment, c'est de là que sont sortis les frères Secaldi. Il y a énormément de groupes dans ce groupe collectif. Et donc voilà, donc cette association est surprenante parce que voilà, donc leur musique. Alors la musique, c'est toujours difficile de mettre les mots sur une musique. Bon, on alterne des moments très 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 doux, très bruitistes même des fois. Et puis de temps en temps, il y a des montées comme ça très drôles, voire très noise, où là on peut même très rock, parce que ça peut vraiment ressembler à du rock par moment, et donc presque du métal, quoi. Donc c'est vrai on peut mettre tous les mots qu'on veut. C'est vrai que ça part vraiment dans plusieurs directions. En tout cas, il y a une espèce de drone qui est important, comme ça on nous emporte dans une espèce de masse sonore. On est immergé et c'est vraiment très très beau. Moi, j'adore ce projet. Mais c'est vrai que pour se faire une idée de la musique, quand même, le mieux, on a beau en parler, le mieux c'est quand même d'écouter, il me semble. C'est avec ça qu'on se fera une petite idée. Donc on va écouter un petit morceau du trio Ours. Voilà, de ce trio, donc que l'on pourra écouter. Eux seront sur scène, nous on sera branchés sur nos appareils électroniques ou sur nos postes de radio si on habite du côté de Luz-Saint-Sauveur. Je voulais simplement rappeler l'adresse de cette radio des Hautes-Pyrénées, www.fréquenceluz.com. Je voulais simplement rajouter aussi que on pourra écouter des échos de ce festival sur Radio Campus, puisque nous relayerons quelques moments de ce festival. Je voudrais terminer en disant que la programmation, on est en train de travailler, parce que comme je vous l'ai expliqué au début, on travaille un petit peu toujours dans l'urgence, donc on est toujours un peu à l'arrache, comme on dit. Donc c'est un cours de préparation. Donc là, la programmation est faite. On a les accords des artistes, et donc le programme définitif avec les horaires sera dévoilé dans les jours qui suivent. Voilà. Allez, on écoute tout de suite Ours et on se dit à la prochaine fois. Peut-être que même la prochaine fois, nous serons en direct physique dans le studio de Radio Campus, et ça sera tant mieux, comme dirait l'autre. Et ça sera tant mieux, comme vous dites. Oui. Au revoir.
qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Jean-Philippe Emery, bonjour. Bonjour Joe. Vous êtes membre de la compagnie des plasticiens Volants, compagnie de théâtre de rue qui, depuis une petite quarantaine d'années, à l'initiative de Marc Miralles, a pris l'habitude de faire lever la tête aux spectateurs de vos créations plutôt poétiques, oniriques et inventives. Une histoire de voltige et de fiction autour de structures gonflables, véritables marionnettes aériennes géantes. Installées dans une ancienne mégisserie de Groyer depuis une vingtaine d'années, la compagnie des plasticiens Volants s'apprête à rejouer un spectacle que l'on pourra voir à Groyer les 19 et 20 décembre prochains. Un spectacle qui est presque vécu par la compagnie comme un cri au secours. Tu as très bien résumé qui nous sommes et ce qu'on fait et notre situation actuelle, Joe. Une petite modification. Le titre choisi est celui d'un grand déballage. Ah oui. Plus que d'une grande évasion parce que on voulait pas que ça fasse penser qu'on avait juste une envie, c'était de partir et pas du tout. C'est exactement le mouvement inverse. Par les temps qui courent, ça amène beaucoup à se recentrer et nous, on est exactement dans cette situation-là. On retourne vers notre chez nous. Notre chez nous, il est à Groyer. Ça fait effectivement 20 ans qu'on y est. C'est là qu'on fabrique, c'est là qu'on répète, c'est là qu'on prépare. C'est là que s'écrivent les histoires. Oui, absolument. Et puis, ça nous est déjà arrivé, et avec grand plaisir, de faire nos avant-premières à Groyer. Et ça nous permet d'avoir les premières des spectacles en condition là-bas et d'avoir un bon retour à l'abri des regards trop affûtés, alors qu'on n'en est qu'aux sorties de spectacles qui sont très sensibles, qui sont des moments sensibles. Voilà, on les garde là. Le 19 et le 20 décembre, on va proposer une espèce de manifeste artistique qui est de dire, voilà, la compagnie, comme tu l'as dit, elle est en difficulté en ce moment, mais on est en manque. On est clairement en manque de public, on est en manque de retrouver les gens dans la rue, on est en manque de ce que tu as décrit, ce regard qui se tourne en l'air, et puis de voir la petite lumière dans les yeux des gens, de tout âge d'ailleurs, des grands et des petits, de les voir bluffés par la dimension des objets qui restent des objets très légers et très sensibles quand on les touche. On est toujours surpris par la douceur et puis le peu de poids de ces trucs immenses. Et donc ce sont des grands objets mais qui procurent une émotion qui est vraiment sensible. Et ça nous manque de partager ça avec les gens. Alors nous on en est privés, on sait que les gens en sont privés aussi et tout le monde est privé d'un truc qui est étonnant, c'est ce qu'on appelle l'espace public. C'est quand même dommage d'être privé d'espace public. On rouvre le privé petit à petit, les théâtres, les espaces, intérieurs se réorganisent, mais nous, l'espace public, ce qui est un espace de liberté, on sera peut-être les derniers à être libérés. Et souvent, dans la rue, si tu veux, les gens qu'on retrouve sont pas forcément des gens qui vont dans les salles de spectacle. Ils ont la liberté, eux aussi, d'être là, de pouvoir, si ça leur plaît pas, de partir, de venir de loin s'ils voient ça de loin, etc. Et c'est cette relation particulière qu'on a goûté et qu'on aime, quoi. La compagnie Les Plasticiens Volants a une quarantaine d'années. C'est maintenant une compagnie qui est reconnue mondialement. On vous a vu plusieurs fois faire des spectacles en ouverture ou en clôture de cérémonies olympiques. Vous deviez être juste au moment du confinement à Berlin pour un anniversaire. Vous jouez un peu partout sur la planète. Cette période de confinement, comment la compagnie l'a vécue? Notre situation, elle n'est pas tellement différente de tous les autres acteurs de la culture. On est vraiment en difficulté d'activité. On ne peut pas proposer nos spectacles. Les gens qui seraient tentés d'acheter nos productions et qu'on a joué en France, à l'étranger, partout où c'est possible, le font pas parce que évidemment ils savent bien qu'ils sont dépendants des conditions, des règlements sanitaires et que les choses peuvent changer d'un jour à l'autre. Tout le monde est un peu en stand-by à se dire bon, on attend. Et financièrement pour la compagnie? Financièrement, l'attente nous met en danger.
C'est-à-dire que là, il nous a fallu faire un emprunt d'État, voilà, et ben, ça nous permet de tenir au niveau trésorerie cette année, qui est vraiment une année morte. On a des tas de projets, mais des projets pour les années qui viennent. Mais toutes les dates qu'on avait cette année ont été annulées pour raisons préfectorales ou pour d'autres raisons. Cet emprunt, il va falloir le rembourser. Et ça nécessite qu'effectivement vous puissiez réinvestir la rue. Le spectacle que vous donnez les 19 et 20 décembre prochains, c'est déjà un spectacle que l'on pourra voir dans la journée et pas le soir. Je rappelle que absolument, ouais. Aux alentours du 19-20, on ne sera plus confiné, mais on sera en période de couvre-feu. C'est-à-dire que, comme je te disais, on est en appétit de ressortir les gonflables, donc on a pensé une installation en ville qui est en fait une multiplicité de petites installations un peu partout. On a choisi nos gonflables qui avaient le plus envie, nos marionnettes qui avaient le plus envie de ressortir. On le sent bien, on a un contact avec elles. Assez charnel, oui. Voilà. Et donc on va investir une dizaine d'endroits dans Groyet où les gens vont pouvoir retrouver l'ambiance de chacun de ces éléments-là, issus de certains spectacles. Et on va pouvoir discuter avec les gens d'ailleurs, et ils vont voir pas mal de choses pour les enchanter. Se laisser aller à la rêverie de, justement, comme tu disais tout à l'heure, de lever le nez et de repartir dans ses rêves, puisque notre slogan, nous, il est depuis toujours celui de Marc Miralles, de nos rêves occupant le ciel, et c'est vraiment ça, de lever le nez en l'air. Mmh. Donc la formule qu'on a trouvée avec la mairie de Groyet, puisque je tiens à le préciser, ce qu'on fait là, on le fait avec notre belle énergie et notre envie de retrouver les gens, mais on n'est pas payé pour le faire. Alors, la situation a fait qu'on s'est quand même tourné vers les institutions qui, jusqu'à présent, ne nous aidaient pas financièrement, c'est-à-dire la région, le département, la DRAC. Et là, une mauvaise chose en amenant une bonne, on a rétabli le contact avec eux. Il faut savoir que la compagnie, depuis qu'elle existe, à part sur certaines créations, n'a jamais fonctionné grâce à des subventions. Mmh. Ouais, donc là, la situation est suffisamment critique. On a eu de leur part, des différentes instances, on a eu une oreille attentive. C'est évidemment pas assez parce que c'est pas comme ça que marche la compagnie, mais malgré tout, c'est quelque chose de très positif pour nous. Les plasticiens volants qui, avec les commandos Percu, font quand même partie des grosses compagnies de théâtre de rue de la région. Oui. Des compagnies qui parlent à des publics de 1000, 2000, 3000, mettons jusqu'à 5000 personnes. Il y en a peu en France, il y en a vraiment peu, donc on se connaît les uns les autres. Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, très bien, on viendra à Groyet donc les 19 et 20 décembre pour voir cette espèce, j'allais dire, de condensé de l'histoire des plasticiens volants. Je rappelle simplement aux auditeurs que s'ils veulent un peu déjà prendre un peu d'avance sur ce que l'on verra les 19 et 20 décembre à Groyet, ils peuvent toujours essayer de se procurer un superbe livre qui a été sorti il y a une dizaine d'années, qui s'appelait justement De nos rêves occupant le ciel, aux éditions Odyssée, et qui se fait un peu l'écho de toute cette histoire et de toute cette magie provoquée par les histoires, par les spectacles que vous montez assez régulièrement. Je voulais juste une petite précision. Donc samedi et dimanche 19 et 20 décembre, nos installations seront visibles entre 11h le matin et 17h30 le soir. Voilà, comme ça il n'y aura pas de problème pour rentrer chez soi, des problèmes de couvre-feu ou autre. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, bon vent, en espérant que l'automne ne sera pas trop méchant ce jour-là. On a toujours des fenêtres de tir, il y a toujours dans le mauvais temps un moment pour nous. Ah ouais, très bien. On y croit. Merci en tout cas de nous avoir téléphoné, et puis on se retrouve donc le 19 et le 20 décembre à Groyet. Merci beaucoup Jean-Philippe Emery. Venez nombreux. Merci Joe, au revoir. Caramel mou, c'est fou. Laisse filer le jour et le temps, laisse filer les gens, laisse filer le jour et le temps, laisse filer les gens, laisse filer le jour et la nuit, laisse filer l'ennui,
Et après ce Laisse filer de Camille Bénatre, extrait de son dernier album Après le soir, paru juste au début de l'été, il est temps pour nous de retrouver notre bon professeur Thibaut. Bonsoir, professeur. Bonsoir, petite fée de la FM. Allez, une petite chronique, j'allais appeler ça fin de siècle, mais non, une petite chronique, allez, sur la fin des idéaux, vous voyez. Ouais. Aujourd'hui, le temps est gris, il pleut, il fait froid, etc. Donc, on va parler de la fin des idéaux, mais je vous rassure, ça va quand même être très joyeux. Alors, on y va, c'est parti ? C'est parti. Alors, on y va avec le premier film, Les Seigneurs de Philippe Kaufman, The Wanderers, que vous devez certainement connaître parce que c'est un des meilleurs films de bande jamais réalisé. Un film que j'ai adoré à sa sortie, et sa sortie, c'est le début des années 80, fin 70, début 80. C'est ça, c'est exactement ça. Le film a dû sortir en France en 80-81. C'est un film donc américain qui date de 1979. Et vous allez voir qu'il nous replonge dans le passé, puisque on est à la fin des années 50, début 60, je dirais même 1963, qui est une époque charnière d'ailleurs pour les États-Unis. Oui, puisque je me souviens d'une scène dans ce film où la foule est en pleurs devant une vitrine avec des télévisions qui sont à la vente et qui diffusent la mort de Kennedy en direct. C'est exactement ça. Et là, vous avez mis le doigt sur le propos du film. C'est bien de ça dont il est question. C'est cette époque dorée, un petit peu, parce que le film commence comme ça. On a l'impression, on est quelque part toujours dans les années 50, mais sans y être, hein. Évidemment, c'est les années 60. Et en fait, on va suivre le quotidien de ces fameux seigneurs, ces fameux Wanderers, qui sont donc un gang italo-américain. Alors, il y a tous les clichés du film de bande. Hein. On va draguer un petit peu les filles, on va faire de la moto, on va rouler très vite en voiture, on va se bagarrer et tout, mais c'est un film qui est beaucoup plus complexe que ça, qui est tout en rupture de ton et aussi en demi-ton. Alors après, il y a des tas de bandes, bien sûr, puisqu'on va retrouver aussi les Wongs, qui sont d'origine asiatique. Il y a les Baldies, les terribles Baldies, avec leur crâne rasé. Il y a les Rays aussi, qui sont un gang des noirs, et bien sûr, les terrifiants Dutty Boys, qui sont le gang le plus dangereux. Alors là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est complètement étonnant. Ouais, c'est proto-punk, hein. C'est une bande de proto-punk. Oui, c'est ça, on est quasi dans le proto-punk, et puis surtout, c'est cette scène hallucinante, donc, qui est cette rencontre avec ces fameux Dutty Boys. La scène, en fait, on dirait un film d'horreur, vous voyez. Donc, quand je parle de rupture de ton, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, on est quasiment plongé dans un environnement fantastique, gothique, horrifique, et tout ça, bien sûr, ça se passe dans un cadre complètement urbain. Donc, vous voyez, tous les clichés sont là, mais comme je disais, c'est un petit peu doux amer, puisque en gros, ce film raconte les premiers pas dans la vie adulte d'une bande de jeunes, si on peut dire. Mais qu'est-ce que ça va être ces premiers pas pour eux? Ça va être la mort. Donc la fameuse mort de Kennedy, et ça va être aussi la guerre du Vietnam, puisque le spectre de la guerre du Vietnam est là. Donc en fait, c'est un vrai film en fait sur cette époque charnière, en fait. Quelque part, c'est la fin des certitudes, vous voyez, une espèce de boom économique des années 50, et c'est le début des interrogations, parce qu'il va bien falloir passer dans les années 60, et Dieu sait si les années 60 ont été très compliquées. Ce qui me permet de rebondir sur un film suisse, tiens, comme c'est bizarre, qui lui date de 1970. Et qui s'appelle, alors attention, je vais prononcer le titre en version donc originale, Ich eine Groupie, Ich eine Groupie, je suis une groupie, 1970 de Erwin C. Dietrich,
Alors, Vince Dietrich, ça va être trop long de retracer sa carrière, mais c'était une sorte de producteur margoulin qui a travaillé avec Jess Franco pour donner un peu le ton, qui est réalisé de tout petits films et tout, etc. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, ce brave Vince Dietrich? Eh bien, il est allé chercher la très très jolie Ingrid Steger. Alors, Ingrid Steger qui a fait une carrière monumentale, donc qui a eu un des premiers rôles dans Les Savoureuses. Et juste après, il y a eu Les Indécentes, Les collégiennes perverties. Elle a joué aussi dans C'est la queue du chat qui m'électrise. C'est pas bon, ça? Pour finir, après, dans quelques épisodes de Derrick, hein, quand même. Voilà. Bon, bref. Faut bien assurer sa retraite. Exactement. Alors, quel rôle elle joue, cette brave jeune fille? Eh bien, elle joue le rôle d'une groupie. Hein, elle est jeune, elle est belle, et lui, de son côté, il est beau, il est rocker, ils se rencontrent, et eh bien, il la laisse tomber comme ça à la fin du concert. Elle ne se laisse pas démonter, cette brave jeune fille. Elle va partir à la recherche de son rocker. Donc, à Londres, à Amsterdam, à Zurich, à Berlin. Et donc et là aussi vous allez voir, c'est très bizarre parce que c'est une comédie quelque part, avec pas mal de scènes d'ailleurs prises sur le vif lors de concerts dans quelques clubs obscurs. Donc c'est la libération des mœurs, c'est sexe, drogue et rock'n'roll. Voyez, alors là c'est joyeux, etc. Sauf je dirais dans les 10-15 dernières minutes, là c'est étonnant, puisque cette comédie légère va se transformer en une sorte de drame sordide, un drame de la drogue complètement sordide, et qui va se terminer dans une flaque de sang. C'est absolument terrible, c'est un film qui est complètement ambivalent, qui appartient bien aussi, je trouve, à son époque, et qui, sous ses dehors quand même excessivement légers durant les 3/4 du film, en fait, c'est cette espèce de faillite des vidéos, alors de la toute fin des années 60, là, pour le coup. Là, il y a quelque chose qui a plus fonctionné. Il y a quelques films qui ont traduit ça, cette espèce de là aussi, de basculement entre 68 et 70, et à partir de là, plus rien ne va aller. Et là, du coup, ça me permet de rebondir sur un autre film. Et là, pour le coup, on part en Italie. Et attention, je vais prononcer là aussi le titre du film en version originale. Ça ne m'arrive pas souvent. Abere 20 anni. Ce qui veut dire avoir 20 ans. Donc c'est un film qui lui date de 1978. Donc vous voyez, je vous ai fait ça par décennie, c'est une petite thématique sur ce coup-là. Là, qui est un film de Fernando Di Leo, qui lui est plus connu, est assez connu en fait pour une série de polars qu'il a réalisé là aussi dans les années 70. Avant donc ce fameux avoir 20 ans, des polars qui étaient très très féroces, donc qui questionnaient les années de plomb et tout en Italie, quoi. Et donc là voilà, alors là c'est l'Italie de la fin des années 70, et là on se retrouve avec un tandem de comédiennes assez rigolote, puisqu'il y a donc Gloria Guida, la brune, et Lily Carati, la blonde. Alors Gloria Guida, elle était connue pour ce qu'on appelle bien sûr les comédies paillardes à l'italienne. Hein, voilà. Alors je pourrais citer quelques titres de sa filmographie comme Les lycéennes redoublent, ou encore La lycéenne se marie. Vous voyez, c'était quand même, on s'intéressait à des choses très 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 profondes. Et Lily Carati, elle, a joué dans des choses comme La prof du bahut, ou encore Candido Erotico. Très bien. C'est pas formidable, ça. Là, c'est très très surprenant. Et alors, peut-être encore plus surprenant que les autres au niveau de la rupture de ton. Moi, j'adore la rupture de ton, mais là, je n'ai pas été déçu, puisqu'on se retrouve dans une comédie sexy, un petit peu vulgaire, à l'italienne, comme on l'attend, avec des blagues de fesses à droite, à gauche, en haut, en bas, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Donc c'est là aussi, c'est un road movie. Donc on se déplace dans une Italie un petit peu ensoleillée, comme ça. Donc on choque le chaland avec avec ses filles en petite tenue, etc. Donc on se dit Fernando Di Leo, il a perdu quelque part de sa superbe, le gars. On l'a connu quand même un peu plus mordant, un peu plus tranchant et tout, etc. Et puis tout à coup, tagada badaboum, rien ne va plus. Là, je ne vous citerai pas la fin parce que je n'ai pas les mots, mais on va dire que, encore une fois, c'est un film qui s'achève, mais alors là, dans une terrible rupture de ton, et où va s'exprimer un machisme complètement barbare, et là, la mâchoire vous en tombe sur le parquet.
avec vos dents qui s'étalent. On est complètement tétanisé par cette sang. On n'y croyait pas d'ailleurs une seule seconde. Il fallait oser parce que et finalement c'est un film qui est complètement formidable. Où on s'ennuie, c'est vrai, on est un petit peu dans le convenu de cette comédie italienne, donc paillarde comme je l'ai dit. Mais cette rupture de ton en fait un très très grand film. On est en 78 et là on sait très bien que le monde a complètement changé. C'est la faillite des idéaux, c'est la faillite de la libération sexuelle, c'est un peu la faillite de tout. On rentre dans les années 80 et là ça va être terrible. Voilà. Eh bien, comme vous dites, c'est encore une sélection très très gaie ce soir. Ah ben vous avez vu, je vous ai pas, je vous ai gâté. Vous ai gâté. Mais professeur Thibault, on se retrouve la semaine prochaine. Pour une nouvelle sélection. Pour une nouvelle sélection, peut-être thématique, peut-être pas thématique. Nous verrons bien. On verra. D'ici là, prenez soin de vous. Eh bien, écoutez, on va essayer, et comme vous le savez, tout en modération. Et voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les intervenants de ce soir d'avoir pris le temps de téléphoner. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, toujours confinés. D'ici là, portez-vous bien. Caramel!